Nous sommes en direct ce vendredi soir, 19h, je vous l'avais annoncé ce matin dans la matinale, en direct sur Géopolitique Profonde, sur un monde réel, avec un invité tout à fait remarquable, exceptionnel, en tout cas moi c'est comme ça que je le pense et que je le ressens, qui n'est autre que François Asselineau. Bonjour mon cher François. Bonjour Nicolas Stoquet et bonjour à tous les auditeurs bien sûr. Alors on rappelle évidemment la revue de Géopolitique Profonde. C'est la 22e, nous sommes en mars 2025. Je rappelle, une semaine de gratuité dans sa version papier comme dans sa version numérique qui vous donne accès à des formations en ligne en matière de décentralisation financière. Ce qui peut, je dirais, ne pas manquer d'intérêt. À moins que vous vouliez évidemment financer l'effort de guerre. Évidemment, vous avez évidemment les épargnes, vous avez des nouveaux produits, paraît-il, patriotes, en plus du livret A, pour justement aller dans la guerre, aller vers la guerre. Bon, je ne suis pas persuadé que sur Géopolitique Profonde, on ait beaucoup d'adeptes de ce narratif-là. On va en parler un instant avec notre invité qui, à mon avis, ne va pas dans cette direction. La boutique de Géopolitique Profonde, évidemment, est ouverte. Il ne faut pas avoir peur. GPTV, les suites, même à capuche, vous voyez. On est moderne sur Géopolitique Profonde. Bonnet, c'est le printemps aujourd'hui, donc on va plutôt vers des casquettes, évidemment. Voilà, je vais d'abord, avant de débuter l'entretien avec François Asselineau, bien dire que on ne change pas les bonnes habitudes sur Géopolitique Profonde le vendredi soir. Je suis accompagné de mon compère, Laurent Arthur Duplessis. Bonjour Laurent. Bonjour Nicolas. Voilà, on va faire de la géopolitique. De toute façon, vous êtes journaliste, analyste politique, longtemps journaliste au Figaro Magazine. Donc évidemment, ce type d'interview n'a aucun secret pour vous, je suppose. Et je me réjouis d'être en présence de M. Asselineau, qui a été un des prophètes de notre temps, pourrait-on dire. Sur l'Europe. Sur l'Europe, sur la guerre, sur la situation internationale, sur la déconfiture de notre pays aussi. Aussi, oui. On va en parler. On va avoir le temps d'en parler avec les liquidateurs, ou le dernier liquidateur en date. François Asselineau, déjà peut-être, en général, on le fait plutôt sur la fin de l'actualité, mais là, moi, j'ai envie d'en parler dès le début. L'UPR, alors c'est plus que l'âge de raison, c'est l'âge adulte, enfin, pas 21, l'ancien, mais 18 ans. 18 ans, vous fêtez ça la semaine prochaine, samedi prochain, je crois, à Paris. Voilà, le samedi 29 mars. Alors, normalement, j'avais créé ce parti politique le 25 mars 2007, puisque c'était le jour anniversaire du 50e anniversaire du traité de Rome. Ouais. Et ça, même nos adversaires les plus acharnés ne peuvent gommer ce fait que j'ai créé un parti politique qui a été le premier à réclamer à la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, et je l'ai créé le jour même du 50e anniversaire du traité de Rome. Sauf que c'était un dimanche, donc ça tombait assez bien. C'était d'ailleurs au gymnase Pouchet, qui a été rasé depuis lors, enfin, le porte Pouchet au 17e arrondissement. Donc là, évidemment, on aurait pu fêter ça mardi, mais le mardi, c'est pas forcément un bon jour pour fêter, donc on a reporté ça à samedi prochain. Donc tout le monde est bienvenu, d'ailleurs, ça, c'est au 52 Terre. Je peux faire un peu de pub. Ah je vous en prie, c'est le moment. 52 Terre, rue des Vinaigriers, c'est à Paris 10e, c'est à peu près à mi-chemin entre la gare de l'Est et la place de la République. Ça donne dans le boulevard de Magenta. Et donc on a réservé un espace modulable, parce qu'on ne sait pas combien il y a de personnes qui vont venir. Les premières inscriptions sont très... Donc on peut s'inscrire sur le site. Alors vous tapez... d'abord, on peut y aller comme ça. Enfin, pour nous, c'est plus pratique de savoir combien on peut tabler de personnes, parce qu'il y aura évidemment un buffet, il y aura des choses comme ça, et puis pour savoir aussi quels sont les espaces qu'on va réserver au dernier moment, puisque tout ça coûte de l'argent. Et donc sinon, vous pouvez envoyer vos noms, et puis les personnes que vous souhaitez faire venir en écrivant à Melvin, MELVIN, Bernier, BERNIER, @upr.fr. Vous voyez, François, c'est inscrit justement. On le voit, vous le voyez sous la vidéo. Voilà, c'est formidable. Voilà. Alors ça commence l'ouverture des portes, c'est à 14h.
Puis bon, les gens, ça va commencer doucement. Les gens prendront une coupe de champagne, qui seront. Et puis. Il y a une participation. Alors c'est gratuit. L'entrée est gratuite pour tout le monde, mais les boissons alcoolisées seront payantes quand même. Voilà. Mais ne serait-ce que parce qu'on veut éviter aussi que les gens ne fêtent trop ouvertement la naissance de notre mouvement. Donc c'est à 14h, et puis à partir de 15h30, on a quand même un certain nombre de personnalités qui vont venir. Donc j'en annoncerai la liste d'ici quelques jours. Des surprises Oui, il y aura peut-être quelques surprises. Donc il y en a qui prendront la parole un petit peu. Pas forcément des gens de l'UPR d'ailleurs, ça peut être des personnalités extérieures. Et puis à 17h, je ferai un discours dont la thématique, ce sera 18 ans de combat pour la liberté de la France et pour la paix. Voilà. Et puis après, ça se terminera jusqu'à 20h. Il y aura, les gens pourront discuter, faire des connaissances, rencontrer des personnalités peut-être connues, faire des selfies, adhérer, faire un don, aller à la boutique, parce que nous aussi, on a une boutique. Ah bah oui. Voilà. Produits dérivés. Quelque chose d'assez festif. Parce que 18 ans, c'est quand même, effectivement, c'est dans l'esprit collectif, c'est quand même le passage à la majorité électorale déjà. À partir de 18 ans, on peut voter. Donc, et puis surtout, c'est quand même un moyen pour nous de rappeler quand même la longueur de ce combat, parce que 18 ans, c'est quand même pas rien. Il y a 18 ans, quand j'ai créé l'UPA, j'avais des rides en moins, j'avais des cheveux en plus, donc c'est quand même quelque chose qui est très long, parce que on a un problème fondamental par rapport à la France libre, c'est que la France libre, ça a duré entre le 18 juin 1940 et le 26 juin 1944, 26 août 1944, ça a duré 4 ans, 2 mois et 8 jours. Voilà. Tandis que là, ça va faire 18 ans. Combat de plus longue haleine. Oui, parce qu'il y a une chose très différente, c'est qu'en 1941-42, même quelqu'un qui était dans le déni total ne pouvait pas nier qu'on était en guerre avec l'Allemagne. Alors voilà. Que le monde était en guerre. Et puis il y avait une occupation terrestre. Voilà. Avec ça, alors qu'aujourd'hui encore en France, quand vous dites ça change, les choses changent. Pendant extrêmement longtemps, quand j'expliquais qu'en fait l'Europe s'était nous menée vers la guerre, vous l'avez rappelé très gentiment, les gens disaient que j'étais siphonné, puisqu'on me disait l'Europe c'est la paix. Voilà. Maintenant, je peux vous dire que plus personne ne me dit que l'Europe c'est la paix. On me disait aussi l'Europe, c'est la prospérité. Maintenant, plus personne ne me dit que l'Europe, c'est la prospérité. Et puis le troisième argument, c'était que l'Europe, c'était la démocratie. Là non plus personne ne le dit. Donc c'est un peu une bérésina sur tous les plans. Alors tout ça, il est extrêmement triste pour notre pays. Mais alors François Asselineau, pour notre mouvement. Quand vous avez créé, donc en 2007, pour le cinquantenaire du traité de Rome, en mars, vous aviez le cœur plutôt léger. 2005, les Français avaient, à une large majorité de 55%, dit non à la Constitution européenne. On allait assister très vite à la forfaiture de Lisbonne. Le traité de Lisbonne. Aux trahisons. Et aux trahisons qui n'ont eu de cesse depuis, je dirais que nous sommes 18 ans, que dis-je, de trahison. Voilà. Alors il y a un petit quelque chose qui n'est pas tout à fait négligeable. Lorsque j'ai créé l'UPR le 25 mars 2007, la Constitution européenne avait donc été rejetée. Il y avait le projet de mini-traité dont Paul Sarkozy avait parlé, en fait, qui s'est révélé être le traité de Lisbonne, avec 2 traités, le TUE et le TFUE, le traité de l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ce que j'appelle le TU et le TEFU, pour synthétiser. Mais ces 2 traités n'existaient pas encore. Et on était donc sous l'empire des traités antérieurs, la dernière mouture en date ayant été le traité d'Amsterdam, qui avait été en 2000, je crois. 99-2000, ou non, peut-être le traité de Nice de 2002. Enfin bref, vous savez, c'est un empilement de traités. Et il n'y avait pas de clause de sortie. Donc quand j'ai créé l'UPR, quand j'ai dit qu'il fallait sortir de l'Union européenne, les gens me disaient... oui, mais de toute façon, il n'y a même pas de clause de sortie. Alors j'étais obligé de dire oui, mais c'est vrai, ça n'existe pas. Mais vous savez, d'ailleurs, Jacques Attali s'était flatté d'avoir été l'un des rédacteurs et d'avoir soigneusement oublié, comme il disait, de mettre une clause de sortie. Alors j'étais obligé d'expliquer qu'en vertu du droit international, on ne pouvait pas ligoter un peuple contre sa volonté profonde, et que même s'il n'y avait pas de clause de sortie, elle était réputée exister quand même. C'est en vertu du pacte des droits civils et politiques des peuples du monde, qui a été adopté le 16 décembre 1966 à l'Assemblée générale des Nations unies, et qui postule le droit inaliénable des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc il y avait... Mais c'était difficile à expliquer.
Alors, le seul petit bénéfice qu'il y a eu du traité de Lisbonne, c'est qu'ils ont repris le texte de la Constitution européenne qui avait été rejeté, ce qui est un scandale, mais dedans, il y avait cette clause de sortie. Et là, pour la petite histoire, c'est intéressant, c'est que la clause de sortie a été imposée, je crois, par les Allemands, il me semble, lors de ce symposium, vous savez, qu'avait fait Giscard. Il y avait une espèce de... La Constitution Giscard. Oui, il y avait, c'était son truc. Il y avait donc la Convention pour l'avenir de l'Europe. Et il y avait eu, ça commençait, le premier article, c'était que l'Union européenne était une zone de droit, de démocratie, etc. Et il y avait donc des juristes allemands qui avaient dit, mais il y a un problème, c'est qu'on se prétend du droit, etc. Et il n'y a pas de clause de sortie. Alors que normalement, dans tous les traités européens, il y a une clause de sortie. Alors ça avait fait, c'est la petite histoire, c'est intéressant les petites histoires. Qui aura servi à la Grande-Bretagne. Exactement, parce que il y a des gens qui ont dit non, il faut surtout pas mettre de clause de sortie parce que ça pourrait donner des mauvaises idées. Bien sûr. Puis d'autres ont dit mais c'est quand même pas possible. Finalement, c'est la deuxième version qui a été adoptée, mais on n'en parlait pas. Voilà. Mais il y a une règle absolument intangible dans l'histoire des traités, c'est que quand vous avez une clause de sortie, elle finit toujours par être utilisée. C'était la même chose quand il y avait une clause de sortie qui avait été de l'URSS, qui avait été instaurée par Staline dans la Constitution de 1936. Et en 1980, Brejnev plus exactement, en 1987, 77, pardon, pour le 60e anniversaire de la révolution bolchevique, Brejnev avait fait une nouvelle constitution. Et il avait maintenu la clause de sortie, celle qui avait été créée par Staline. Donc une république socialiste soviétique avait le droit de quitter l'Union soviétique. Et je me rappelle très bien, c'est vraiment important pour les jeunes ou les gens qui découvrent les affaires, qui se disent ça marchera jamais. On est en 1984, je suis à l'ENA, et on étudie la Constitution soviétique dans un cours de constitutionnel. Et on regarde le texte et il y a quelqu'un qui pose la question, qui dit mais pourquoi il y a cette clause de sortie qui... Alors le prof dit mais oui, c'est la reprise de la Constitution Staline, mais de toute façon tout le monde sait que ça ne sera jamais utilisé. Bah tiens donc. 1984. Et c'était utilisé 7 ans après, en 1991, en Estonie d'ailleurs, je crois, qui utilisait justement cette clause de sortie. Comme quoi, quand quelque chose, il y a une possibilité qui existe de sortie, et c'est toujours utilisé. Voilà. Alors on peut faire un comparatif, inversion d'épaule entre l'Est et l'Ouest, et de l'URSS à l'UE-RSS, aujourd'hui, avec l'espoir que cette nouvelle prison des peuples eh bien, peut-être aura une espérance de vie un peu moins longue, pour le coup, que l'Union soviétique. Vous savez, on est dans les mêmes zones. Hein. Alors, de 1917. De 1917 à 1991, ça fait 74 ans. Oui. Si vous faites dater le début de la construction européenne de la déclaration Schuman de 1950, ça fait 2024. Hein. Alors, par rapport au traité de Rome, un peu moins. Et depuis le traité de Rome 1957, ça fait 2031. Donc on est vraiment dans les eaux. Hein. Parce que, en fait, ce sont des grands mouvements, 70 ans, oui, parce que c'est 2-3 générations, si vous voulez. Il y a la première génération qui est convaincue, la deuxième qui est née avec, et puis la troisième qui a perdu la foi, quoi. C'est un petit peu ça. C'est ça. Ouais, la troisième génération a perdu la foi. Alors cette Europe, aujourd'hui, j'ai envie de dire, allons tout de suite à l'essentiel. Vous avez, c'est ce que dit Laurent Arthur Duplessis, était un de ces prophètes qui avait annoncé, alors qu'on nous expliquait que c'était la paix, la prospérité, pourquoi pas aussi l'amour, et si un petit peu d'ailleurs, il y avait un côté lyrique dans cette Europe. On se rend compte que non, c'est la haine, c'est la guerre, c'est la ruine, c'est la banqueroute aussi, la faillite financière. Comment on va sortir de cet enfer dans lequel on nous a précipités? Alors, il y a plusieurs façons d'imaginer la sortie. Il y a la façon d'une révolution populaire. Quand je vois la façon dont les Gilets jaunes ont été traités, je n'y crois pas trop. D'autant plus qu'en France, il y a quand même une très grande passivité de l'opinion publique. Les gens sont très mécontents, mais les gens se referment sur leur sphère privée, donc c'est pas forcément évident. Il y a une deuxième hypothèse, c'est d'arriver par les urnes. Moi, c'est ce que j'essaye de faire depuis 18 ans, sans finalement avoir trop de... J'ai un peu perdu mes espérances, parce que quand je vois la façon dont les élections sont manipulées,
Voilà, c'était extraordinairement difficile de lutter contre les manipulations générales qui touchent aux médias, qui touchent aux instituts de sondage. On voit actuellement d'ores et déjà comment l'oligarchie est en train de préparer 2027 d'une façon très... J'aurai l'occasion, je ne vais pas ici développer trop, mais on voit très bien quels sont le candidat préféré, les candidats accessoires, ceux qui vont faire en sorte qu'on fasse élire le candidat préféré, quels sont les leurs qu'on laisse pendant quelques mois pour occuper le terrain du souverainisme pour ensuite le dégager. Hein. On a eu cette affaire-là. Et puis quels sont ceux qu'on cache. Voilà. Mais il y a un phénomène nouveau quand même qui est apparu, c'est ce que j'appellerais le syndrome roumain. Parce qu'en Roumanie, là, on a franchi un stade, c'est que maintenant... lorsqu'un peuple vote mal, avant on le faisait revoter. Hein, lorsqu'il y avait eu des référendums, Danemark, l'Irlande, etc. On a fait revoter la Norvège. Enfin, les Norvégiens ont gardé ils ont maintenu leur refus d'entrer dans l'Union européenne, mais les autres on les a fait revoter, comme les Français d'ailleurs, avec 2005 et puis le deuxième point on les a pas fait revoter. Non, même pas. On a utilisé le procédure du Congrès. Mais là c'est pire, c'est que là maintenant on décide qu'il y a quelqu'un les gens ne peuvent pas se présenter. Et alors c'est vraiment terrible parce que d'une part, Georgescu, qui était donné à très très haut dans les sondages, qui avait terminé premier au premier tour de l'élection présidentielle roumaine en novembre 2024. Là, il y a une élection au mois de mai. Vous avez vu qu'il a été décidé d'abord que l'élection de 2024 allait être interrompue. Et en fait, parce que tout simplement, les instances roumaines, notamment le bureau des élections et la Cour constitutionnelle est truffée de salariés de chez Soros, c'est incroyable. Et il y a un pays, par ailleurs, un pays étranger qui s'est beaucoup mêlé de ça, c'est la France. Oui. L'ambassadeur de France à Bucarest a mené une politique constante pour essayer de flinguer, en fait, la candidature de Georgescu. Énormément. Vous savez, la Roumanie est un pays qui aimait beaucoup la France. Un pays, comme son nom l'indique, un pays romain. Ça a été conquis par Trajan. C'était la Dacie, au début du IIe siècle après Jésus-Christ. On est en train de perdre toute l'amitié que les Roumains avaient pour nous, parce que la France est devenue un peu le supplétif de l'État profond pour empêcher ça. Et donc, il a été interdit de se présenter en utilisant des arguties sur TikTok. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères, qui est allé expliquer aux Roumains, avec un pseudo-rapport bidon sur TikTok, que l'élection avait été manipulée par des ingérences étrangères. Bien sûr. C'est-à-dire que la France n'est pas une ingérence étrangère. Non. Et qu'on a dit que c'était les Russes, mais c'est incroyable. Bon. Donc en fait, mais à la limite, il y avait encore une volonté un petit peu de pudeur en évoquant une ingérence étrangère russe. Oui. Mais ce qui est très grave, c'est qu'ils ont, par ailleurs, la Cour constitutionnelle a interdit la candidature d'une autre candidate. Et pour des raisons. Et là, ils ont dit clairement parce que c'est un danger pour l'appartenance de la Roumanie à l'Union européenne. Alors là, maintenant, on est tombé dans l'URSS. C'est-à-dire que l'URSS, vous savez qu'il faut pas se tromper. En URSS, il y avait des débats politiques, il y avait des débats, ça pouvait s'engueuler au Soviet suprême, c'était le Parlement de l'URSS. On pouvait y avoir des députés, je sais pas, qui disaient, par exemple, qu'en République d'Ouzbékistan, il y avait du coulage, ou bien il manquait des lits dans une maternité à Nijni Novgorod, tout ça, c'était pas la Corée du Nord, hein, mais il y avait un truc. C'est qu'on ne devait jamais remettre en cause le principe de la construction du socialisme. Donc les débats étaient étroitement circonscrits. Ben c'est ça en fait. C'est-à-dire que là, il y a une inquiétude sur le fait, est-ce qu'on va pouvoir se présenter ? Est-ce que Monsieur Ferrand va pas faire un coup de jarnac et va dire donc ces élections, moi je vais tout faire pour être candidat, hein, donc je l'ai déjà dit et redit, j'ai bon espoir de l'être d'ailleurs, mais voilà, il faudra être extrêmement vigilant parce que on n'est quand même pas la Roumanie. Mais il y a d'autres hypothèses qui peuvent émerger sur la fin de tout ça. Et moi j'aime bien l'histoire. Comment a terminé l'URSS ? Ça n'a pas été une révolution populaire. Non. Ça n'a pas été des élections. L'URSS, elle s'est nécrosée de l'intérieur. C'est ça. C'est-à-dire que c'était devenu ingérable et que les dirigeants eux-mêmes n'y croyaient plus.
C'est ça le truc. Le fait de ne plus y croire, mais on n'y est pas là. Écoutez, il y a quand même. Regardez ce qui se passe là. Il se passe en France. On est particulièrement gratiné puisque on a un cinglé. Mais vraiment, ça fait depuis 2018 que je le dis. C'est pas un propos de comptoir, c'est vraiment maintenant il y a énormément de gens qui reconnaissent que c'est un cas pathologique, Macron. Mais c'est pas le cas ailleurs. Regardez ce qui se passe en ce moment. On n'en parle pas beaucoup dans la presse, on n'en parle même pas du tout. Bon, mais aux Pays-Bas, le Parlement de La Haye a rejeté le plan Réarme Europe. Ils ne sont pas d'accord pour les 800 milliards. Bon. Deuxièmement, Madame Meloni ne veut pas envoyer de troupes sur place. Troisièmement, la Hongrie et la Slovaquie non plus. Et la Hongrie bloque les décisions. À tel point que Madame Valérie Hayer, la candidate tête de liste macroniste, aujourd'hui même, a dit qu'il fallait retirer le droit de vote à la Hongrie. On en est là, hein. C'est vraiment l'idée, maintenant, on retire le droit de vote aux gens avec qui on n'est pas d'accord. Ça, c'est quand même incroyable. C'est incroyable aussi. C'était aujourd'hui, c'est sorti aujourd'hui. Et puis l'Espagnol, Pedro Sanchez, a dit que lui-même n'était pas d'accord du tout pour ça. Il y a une prise de bec, là, ce soir, entre lui et Madame Kaja Kallas, qui est la ministre des Affaires étrangères, qui est en fait une Estonienne et la fille de son père, qui était un apparatchik du temps de l'URSS, qui s'appelait Siim Kallas, qui était parti d'ailleurs en détournant 10 ou 20 millions de dollars dans les caisses de la Banque centrale d'Estonie. Et c'est une famille virulemment anti-russe. Bon. Et elle s'est mise en colère parce que... alors déjà, l'Italie et l'Espagne, je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, mais là, il y a quelques heures, ils ont déjà obtenu un truc, c'est que ça s'appelle plus Réarme Europe. Bien. Ça s'appelle maintenant Readiness, tout ça est en américain, Readiness, le globish, Readiness 2030, on sera prêt en 2030. Voilà. Oui, ça voilà. C'est ça 2030, le nouveau titre du plan. Donc déjà, ça a changé. Mais vous savez, les 800 milliards... On va voir. Donc, si vous voulez, on voit bien que de partout, c'est en pleine nécrose. C'est en pleine nécrose. Et d'ailleurs, l'Espagnol, il a dit... Ce qui prouve qu'on a quand même des dirigeants qui, à part la France, sont quand même un peu plus les pieds sur terre. Madame Meloni, elle joue très bien son jeu en ce moment. Elle est très copine avec Trump. Elle est restée globalement assez copine avec Poutine. Enfin, quand elle dit qu'elle veut pas envoyer de soldats, c'est apprécié au Kremlin, bien sûr. C'est pas la même chose que Macron. Elle fait partie de ce qu'on appelle les colombes. Elle est plutôt pour... Et alors, elle a, semble-t-il, un problème relationnel avec Macron. Ah bah oui, je crois qu'ils peuvent pas se blairer. Mais ça, c'est plutôt à mettre au crédit de Madame Meloni. Ah oui, non, mais j'ai pas dit le contraire. Mais quant à Sanchez, l'Espagnol, il s'est fait le porte-parole des peuples. Il a dit que Madame Kaja Kallas n'était pas mandatée pour refléter l'opinion publique des peuples européens qui n'étaient pas aussi va-t-en-guerre que elle et que Macron. C'est-à-dire que nous, on a hérité du plus dingue. Oui. Voilà. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi, on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.